Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec Alexandre Dumas que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture des 1001 fantômes. Nous en sommes au chapitre 9 de cette histoire fantastique. J'espère que vous n'êtes pas dans une vieille maison à la campagne avec le bois ou les portes qui craquent et du vent qui s'introduit et qui siffle. Chapitre 9. Les tombeaux de Saint-Denis. Eh bien, qu'est-ce que cela prouve, docteur ? Demanda monsieur Ledru. Cela prouve que les organes qui transmettent au cerveau les perceptions qu'ils reçoivent peuvent se déranger par suite de certaines causes, au point d'offrir à l'esprit un miroir infidèle, et qu'en pareil cas, on voit des objets et on entend des sons qui n'existent pas. Voilà tout. Cependant, dit le chevalier Lenoir avec la timidité d'un savant de bonne foi, cependant, il arrive certaines choses qui laissent une trace, certaines prophéties qui ont un accomplissement. Comment expliquerez-vous, docteur, que des coups donnés par des spectres ont pu faire naître des places noires sur le corps de celui qui les a reçus ? Comment expliquerez-vous qu'une vision ait pu 10, 20, 30 ans auparavant révéler l'avenir ? Ce qui n'existe pas peut-il meurtrir ce qui est ou annoncer ce qui sera ? Ah, dit le docteur. Vous voulez parler de la vision du roi de Suède ? Non, je veux parler de ce que j'ai vu moi-même. Vous ? Moi. Où cela ? À Saint-Denis. Quand ? En 1794, lors de la profanation des tombes. Ah oui, écoutez cela, docteur, dit monsieur Ledru. Quoi ? Quoi, qu'avez-vous vu ? Dites. Voici. En 1793, j'avais été nommé directeur du musée des monuments français et, comme tel, je fus présent à l'exhumation des cadavres de l'abbaye de Saint-Denis, dont les patriotes éclairés avaient changé le nom en celui de Franciade. Je puis, après 40 ans, vous raconter les choses étranges qui ont signalé cette profanation. La haine que l'on était parvenu à inspirer au peuple pour le roi Louis XVI et que n'avait pu assouvir l'échafaud du 21 janvier avait remonté au roi de sa race. On voulut poursuivre la monarchie jusqu'à sa source, les monarques jusque dans leur tombe jetaient au vent la cendre de 60 rois. Puis, aussi peut-être eut-on la curiosité de voir si les grands trésors que l'on prétendait enfermés dans quelques-uns de ces tombeaux s'étaient conservés aussi intacts qu'on le disait. Le peuple se rua donc sur Saint-Denis. Du 6 au 8 août, il détruisit 51 tombeaux, l'histoire de 12 siècles. Alors, le gouvernement résolut de régulariser ce désordre, de fouiller pour son propre compte les tombeaux et d'hériter de la monarchie qu'il venait de frapper dans Louis XVI, son dernier représentant. Puis, il s'agissait d'anéantir jusqu'au nom, jusqu'aux souvenirs, jusqu'aux ossements des rois. Et il s'agissait de rayer de l'histoire 14 siècles de monarchie. Pauvres fous qui ne comprennent pas que les hommes peuvent parfois changer l'avenir, jamais le passé. On avait préparé dans le cimetière une grande fosse commune sur le modèle des fosses des pauvres. C'est dans cette fosse et sur un lit de chaux que devaient être jetés comme à une voirie les ossements de ceux qui avaient fait de la France la première des nations, depuis Dagobert jusqu'à Louis XV. Ainsi, satisfaction était donnée au peuple, mais surtout jouissance était donnée aux législateurs, à ses avocats, ses journalistes envieux, oiseaux de proie des révolutions dont l'œil est blessé par toute splendeur comme l'œil de leurs frères, les oiseaux de nuit est blessé par toute lumière. L'orgueil de ceux qui ne peuvent édifier, et de détruire. Je fus nommé inspecteur des fouilles. C'était pour moi un moyen de sauver une foule de choses précieuses, et j'acceptais. Le samedi 12 octobre, pendant que l'on introduisait le procès de la reine, je fis ouvrir le caveau des Bourbons à côté des chapelles souterraines et je commençai par en tirer le cercueil de Henri IV, mort assassiné le 14 mai 1610, âgé de 57 ans. Quant à la statue du Pont-Neuf,
Chef-d'œuvre de Jean de Pologne et de son élève, elle avait été fondue pour en faire des gros sous. Le corps de Henri IV était merveilleusement conservé. Les traits du visage parfaitement reconnaissables étaient bien ceux que l'amour du peuple et le pinceau de Rubens ont consacrés. Quand on le vit sortir, le premier de la tombe et paraître au jour dans son suaire, bien conservé comme lui, l'émotion fut grande et à peine si ce cri « Vive Henri IV » si populaire en France ne retentit point instinctivement sous les voûtes de l'église. Quand je vis ces marques de respect, je dirais même d'amour, je fis mettre le corps tout debout contre une des colonnes du chœur et là chacun put venir le contempler. Il était vêtu comme de son vivant, de son pourpoint de velours noir sur lequel se détachaient ses fraises et ses manchettes blanches, de sa trousse de velours pareille au pourpoint, de bas de soie, de même couleur de souliers de velours. Ses beaux cheveux grisonnants faisaient toujours une auréole autour de sa tête, sa belle barbe blanche tombait toujours sur sa poitrine. Alors commença une immense procession comme à la chasse d'un saint. Les femmes venaient toucher les mains du bon roi, d'autres baisaient le bas de son manteau, d'autres faisaient mettre leurs enfants à genoux, murmurant tout bas « Ah, s'il vivait, le pauvre peuple ne serait pas si malheureux. » Et elles eussent pu ajouter ni si féroce, car ce qui fait la férocité du peuple, c'est le malheur. Cette procession dura pendant toute la journée du samedi 12 octobre, du dimanche 13 et du lundi 14. Le lundi, les fouilles recommencèrent après le dîner des ouvriers, c'est-à-dire vers 3 heures après-midi. Le premier cadavre qui vit le jour après celui de Henri IV fut celui de son fils Louis XIII. Il était bien conservé et quoique les traits du visage fussent affaissés, on pouvait encore le reconnaître à sa moustache. Puis vint celui de Louis XIV, reconnaissable à ses grands traits qui ont fait de son visage le masque typique des Bourbons. Seulement il était noir comme l'encre. Puis vinrent successivement ceux de Marie de Médicis, deuxième femme de Henri IV, d'Anne d'Autriche, femme de Louis XIII, de Marie-Thérèse, infante d'Espagne et femme de Louis XIV, et du grand dauphin. Tous ces corps étaient putréfiés. Seulement celui du grand dauphin était en putréfaction liquide. Le mardi 15 octobre, les exhumations continuèrent. Le cadavre de Henri IV était toujours là, debout contre sa colonne et assistant impassible à ce vaste sacrilège qui s'accomplissait à la fois sur ses prédécesseurs et sur sa descendance. Le mercredi 16, justement au moment où la reine Marie-Antoinette avait la tête tranchée sur la place de la Révolution, c'est-à-dire à 11 heures du matin, on tirait à son tour du caveau des Bourbons le cercueil du roi Louis XV. Il était, selon l'antique coutume du cérémonial de France, couché à l'entrée du caveau où il attendait son successeur qui ne devait pas venir l'y rejoindre. On le prit, on l'emporta et on l'ouvrit dans le cimetière seulement et sur les bords de la fosse. D'abord, le corps retiré du cercueil de plomb et bien enveloppé de linge et de bandelettes paraissait entier et bien conservé, mais dégagé de ce qui l'enveloppait, il n'offrait plus que l'image de la plus hideuse putréfaction et il s'en échappa une odeur tellement infecte que chacun s'enfuit et qu'on fut obligé de brûler plusieurs livres de poudre pour purifier l'air. On jeta aussitôt dans la fosse ce qui restait du héros de Parc-aux-Cerfs, de l'amant de Madame de Châteauroux, de Madame de Pompadour et de Madame du Barry. Et tombé sur un lit de chaux vive, on recouvrit de chaux vive ces immondes reliques. J'étais resté le dernier pour faire brûler les artifices et jeter la chaux quand j'entendis un grand bruit dans l'église. J'y entrai vivement et j'aperçus un ouvrier qui se débattait au milieu de ses camarades tandis que les femmes lui montraient le poing et le menaçaient. Le misérable avait quitté sa triste besogne pour aller voir un spectacle plus triste encore. L'exécution de Marie-Antoinette.
Puis, enivré des cris qu'il avait poussés et entendus pousser, du sang qu'il avait vu répandre, il était revenu à Saint-Denis et s'approchant de Henri IV, dressé contre son pilier et toujours entouré de curieux et je dirais presque de dévots. De quel droit, lui avait-il dit, restes-tu debout ici, toi, quand on coupe la tête des rois sur la place de la Révolution? Et en même temps, saisissant la barbe de la main gauche, il l'avait arrachée tandis que, de la droite, il donnait un soufflet au cadavre royal. Le cadavre était tombé à terre en rendant un bruit sec, pareil à celui d'un sac d'ossements qu'on eût laissé tomber. Aussitôt, un grand cri s'était élevé de tous côtés. À tel autre roi que ce fût, on eût pu risquer un pareil outrage. Mais à Henri IV, un roi du peuple, c'était presque un outrage au peuple. L'ouvrier sacrilège courait donc le plus grand risque lorsque j'accourus à son secours. Dès qu'il vit qu'il pouvait trouver en moi un appui, il se mit sous ma protection. Mais tout en le protégeant, je voulus le laisser sous le poids de l'action infâme qu'il avait commise. « Mes enfants, dis-je aux ouvriers, laissez ce misérable, celui qui l'a insulté, est en assez bonne position là-haut pour obtenir de Dieu son châtiment. » Puis, lui ayant repris la barbe qu'il avait arrachée au cadavre et qu'il tenait toujours de la main gauche, je le chassai de l'église en lui annonçant qu'il ne faisait plus partie des ouvriers que j'employais. Les huées et les menaces de ses camarades le poursuivirent jusque dans la rue. Craignant de nouveaux outrages à Henri IV, j'ordonnai qu'il fût porté dans la fosse commune. Mais jusque-là, le cadavre fut accompagné de marques de respect. Au lieu d'être jeté comme les autres au charnier royal, il y fut descendu, déposé doucement et couché avec soin à l'un des angles. Puis une couche de terre au lieu d'une couche de chaux fut pieusement étendue sur lui. La journée finie, les ouvriers se retirèrent, le gardien resta seul. C'était un brave homme que j'avais placé là, de peur que la nuit, on ne pénétrât dans l'église soit pour exécuter de nouvelles mutilations, soit pour opérer de nouveaux vols. Ce gardien dormait le jour et veillait de 7 heures du soir à 7 heures du matin. Et il passait la nuit debout et se promenait pour s'échauffer, ou assis près du feu allumé contre un des piliers les plus proches de la porte. Tout présentait dans la basilique l'image de la mort, et la dévastation rendait cette image de la mort plus terrible encore. Les caveaux étaient ouverts et les dalles dressées contre les murailles, les statues brisées jonchaient le pavé de l'église. Ça et là, des cercueils éventrés avaient restitué les morts dont ils croyaient n'avoir à rendre compte qu'au jour du jugement dernier. Tout, enfin, portait l'esprit de l'homme si cet esprit était élevé à la méditation, s'il était faible à la terreur. Heureusement, le gardien n'était pas un esprit, mais une matière organisée. Et il regardait tous ces débris du même œil qu'il eût regardé une forêt en coupe ou un champ fauché, et n'était préoccupé que de compter les heures de la nuit, voix monotone de l'horloge, seule chose qui fût restée vivante dans la basilique désolée. Au moment où sonna minuit, et où vibrait le dernier coup de marteau dans les sombres profondeurs de l'église, il entendit de grands cris venant du côté du cimetière. Ces cris étaient des cris d'appel, de longues plaintes, de douloureuses lamentations. Après le premier moment de surprise, il s'arma d'une pioche et s'avança vers la porte qui faisait communication entre l'église et le cimetière. Mais cette porte ouverte, reconnaissant parfaitement que ces cris venaient de la fosse des rois, il n'osa aller plus loin, referma la porte et accourut me réveiller à l'hôtel où je logeais. Je me refusais d'abord à croire à l'existence de ces clameurs sortant de la fosse royale. Mais comme je logeais juste en face de l'église, le gardien ouvrit ma fenêtre et au milieu du silence troublé par le seul bruissement de la brise hivernale, je crus effectivement entendre de longues plaintes qui me semblaient n'être pas seulement la lamentation du vent. Je me levai et j'accompagnai le gardien jusque dans l'église. Arrivé là et le porche refermé derrière nous, nous entendîmes plus distinctement les plaintes dont il avait parlé.
Il était d'autant plus facile de distinguer d'où venaient ces plaintes que la porte du cimetière mal fermée par le gardien s'était rouverte derrière lui. C'était donc du cimetière, effectivement, que ces plaintes venaient. Nous allumâmes 2 torches et nous nous acheminâmes vers la porte. Mais 3 fois, en approchant de cette porte, le courant d'air qui s'était établi du dehors en dedans les éteignit. Je compris que c'était comme ces détroits difficiles à franchir, et qu'une fois étant dans le cimetière, nous n'aurions plus la même lutte à soutenir. Je fis, outre nos torches, allumer une lanterne. Nos torches s'éteignirent, mais la lanterne persista. Nous franchîmes le détroit et, une fois dans le cimetière, nous rallumâmes nos torches que respecta le vent. Cependant, au fur et à mesure que nous approchions, les clameurs s'en étaient allées mourantes, et au moment où nous arrivâmes au bord de la fosse, elles étaient à peu près éteintes. Nous secouâmes nos torches au-dessus de la vaste ouverture et, au milieu des ossements, sur cette couche de chaux et de terre toute trouée par eux, nous vîmes quelque chose d'informe qui se débattait. Ce quelque chose ressemblait à un homme. « Qu'avez-vous et que voulez-vous » demandai-je à cette espèce d'ombre. « Hélas, » murmura-t-elle, « je suis le misérable ouvrier qui a donné un soufflet à Henri IV. »« Mais comment es-tu là » demandai-je. « Tirez-moi d'abord de là, monsieur le Noir, car je me meurs, et ensuite vous saurez tout. » Du moment que le gardien des morts s'était convaincu qu'il avait affaire à un vivant, la terreur qui s'était d'abord emparée de lui avait disparu. Et il avait déjà dressé une échelle couchée dans les herbes du cimetière, tenant cette échelle debout et attendant mes ordres. Je lui ordonnai de descendre l'échelle dans la fosse, et j'invitai l'ouvrier à monter. Il se traîna en effet jusqu'à la base de l'échelle, mais arrivé là, lorsqu'il fallut se dresser debout et monter les échelons, il s'aperçut qu'il avait une jambe et un bras cassés. Nous lui jetâmes une corde avec un nœud coulant, il passa cette corde sous ses épaules, je conservai l'autre extrémité de la corde entre mes mains. Le gardien descendit quelques échelons et, grâce à ce double soutien, nous parvînmes à tirer ce vivant de la compagnie des morts. À peine fut-il hors de la fosse qu'il s'évanouit. Nous l'emportâmes près du feu, nous le couchâmes sur un lit de paille, puis j'envoyai le gardien chercher un chirurgien. Le gardien revint avec un docteur avant que le blessé eût repris connaissance, et ce fut seulement pendant l'opération qu'il rouvrit les yeux. Le pansement fait, je remerciai le chirurgien, et comme je voulais savoir par quelle étrange circonstance le profanateur se trouvait dans la tombe royale, je renvoyai à son tour le gardien. Celui-ci ne demandait pas mieux que d'aller se coucher après les émotions d'une pareille nuit, et je restai seule près de l'ouvrier. Je m'assis sur une pierre près de la paille où il était couché, et en face du foyer dont la flamme tremblante éclairait la partie de l'église où nous étions. Laissant toutes les profondeurs dans une obscurité d'autant plus épaisse que la partie où nous nous trouvions était dans une plus grande lumière. J'interrogeai alors le blessé. Voici ce qu'il me raconta. Son renvoi l'avait un peu inquiété, il avait de l'argent dans sa poche et jusque-là, il avait vu qu'avec de l'argent, on ne manquait de rien. En conséquence, il était allé s'établir au cabaret. Au cabaret, il avait commencé d'entamer une bouteille, mais au 3e verre, il avait vu entrer l'hôte. « Avons-nous bientôt fini ?» avait demandé celui-ci. « Et pourquoi cela ?» avait répondu l'ouvrier. « Mais parce que j'ai entendu dire que c'était toi qui avais donné un soufflet à Henri IV. »« Eh bien oui, c'est moi, » dit insolemment l'ouvrier. « Après ?»« Après ? Je ne veux pas donner à boire à un méchant coquin comme toi qui appellera la malédiction sur ma maison. »« Ta maison ? Ta maison est la maison de tout le monde, et du moment où on paye, on est chez soi. »« Oui, mais tu ne paieras pas, toi. Et pourquoi cela ? Parce que je ne veux pas de ton argent. Or, comme tu ne paieras pas, tu ne seras pas chez toi, mais chez moi. Et comme tu seras chez moi, j'aurai le droit de te mettre à la porte. »« Oui, si tu es le plus fort. Et si je ne suis pas le plus fort, j'appellerai mes garçons. » Très bien, eh bien, appelle un peu. Oui, appelle que nous voyons. Le cabaretier avait appelé. 3 garçons, prévenus d'avance, étaient
entraient à sa voix, chacun avec un bâton à la main, et force avait été à l'ouvrier, si bonne envie qu'il eut de résister, de se retirer sans mot dire. Alors il était sorti, avait erré quelque temps par la ville, et à l'heure du dîner, il était entré chez le gargotier où les ouvriers avaient l'habitude de prendre leur repas. Il venait de manger sa soupe quand les ouvriers qui avaient fini leur journée entrèrent. En l'apercevant, ils s'arrêtèrent sur le seuil, et appelant l'autre, lui déclarèrent que si cet homme continuait à prendre ses repas chez lui, il déserterait sa maison depuis le premier jusqu'au dernier. Le gargotier demanda ce qu'avait fait cet homme qui était ainsi en proie à la réprobation générale. On lui dit que c'était l'homme qui avait donné un soufflet à Henri IV. « Alors sors d'ici », dit le gargotier en s'avançant vers lui, « et puisse ce que tu as mangé te servir de poison. » Voilà, c'est sûr donc ce rejet de ses semblables face à cet homme qui a donc osé mettre un soufflet à Henri IV que nous allons nous arrêter. Mais je vous invite à poursuivre la lecture de ces 1001 fantômes avec l'un de mes collègues. Et je vous souhaite de passer une excellente journée si vous vous réveillez, une très bonne nuit si vous vous couchez. Également de nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires.